Michel Tabarot, bonjour. Bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir. On va parler de l'actualité de la semaine. Vous avez organisé hier une réunion de cadres de l'UMP. Vous avez parlé, j'imagine, des élections de septembre prochain. Alors finalement, il y aura ou il n'y aura pas d'élections internes pour désigner à nouveau le président de l'UMP. Alors nous avons réuni les cadres hier pour nous permettre de les retrouver après la période difficile que nous avons vécue au mois de décembre et avec la volonté de remettre tout le monde au travail. Je peux vous dire sur cette réunion, c'est qu'elle a été à la fois l'occasion d'un rassemblement et je pense que nos cadres étaient heureux de retrouver cette ambiance. L'occasion aussi pour nous de parler de la vie du parti avec ses différents rendez-vous. Bien entendu, le rendez-vous de septembre, le rendez-vous des municipales de 2014, et puis le rôle de notre famille politique dans une opposition qui se veut constructive mais combative. Ces élections donc de septembre ont été validées par un accord en décembre. Je vous rappelle que les deux protagonistes s'étaient engagés à un certain nombre de points. Jean-François Copé a souhaité avoir autour de lui une équipe élargie, équipe qu'il a présentée donc il y a quelques jours maintenant et donc, qui réunit toutes les sensibilités, à la fois dans la direction mais également dans la commission d'investiture, dans la commission des statuts. Et puis un autre point de l'accord, c'était de refaire des élections au mois de septembre. Donc voilà, le principe a été acté. Alors justement, Madame Tabarot, à propos de ces élections, donc l'accord du 17 décembre entre Jean-François Copé et François Fillon, enfin depuis cet accord, en tous les cas, la situation semble apaisée à l'UMP, mais une nouvelle campagne interne risque de remettre ce fragile équilibre en cause. Est-ce que ça vous inquiète ? Effectivement, le climat est apaisé et après ce que nous avons vécu, nous pouvons que craindre de nouvelles tensions. Bon, ce qui est important, c'est que notre famille politique ne démarre pas ces élections trop tôt, que ce soit simplement une petite séquence pendant l'été au niveau de la campagne et des élections en septembre. Voilà, je pense qu'il y avait cette inquiétude hier chez nos cadres de voir des tensions, de nouvelles tensions au sein de notre famille politique. Mais je pense que ces élections ne peuvent plus avoir lieu comme elles ont eu lieu de la même façon, avec les mêmes tensions. Je crois que nous sommes tous conscients nous avons une démarche dans le cadre de l'opposition et un message pour nos concitoyens, pour les Français, et donc ces élections seront une parenthèse de la vie de notre mouvement, mais elles ne seront pas vécues comme nous avons pu les vivre au mois de décembre, après une campagne qui avait démarré très tôt, en réalité, qui avait démarré au mois de juillet. Donc nous rentrons dans une séquence beaucoup plus courte. La date ne change pas et le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris, il a été pris par un accord pour pouvoir, c'était une demande de François Fillon de refaire des élections, donc il a été décidé dans un accord au mois de décembre de faire ces élections. Certaines voix, effectivement, appellent en ce moment à une autre option, en disant il y a une équipe élargie maintenant, toutes les sensibilités sont représentées, donc il faudra peut-être pas d'élection, mais en tout cas un accord a été scellé au mois de décembre, donc voilà. Je crois que tous les responsables respectaient cet accord. Du côté des copéistes, du côté de Monsieur Jean-François Copé, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune option possible. L'accord est l'accord et cette élection aura bien lieu, c'est ce que vous nous dites. Absolument, il y a effectivement un accord. Jean-François Copé le respecte depuis qu'il a accepté ce principe de trouver des éléments avec François Fillon qui nous permettent de sortir de cette crise. Et un des éléments, c'était... Alors on n'assistera pas au même problème qu'on a connu à la fin du mois de décembre. Les deux équipes, et fillonnistes et copéistes, s'accusant mutuellement d'avoir triché.
Non, écoutez, on n'assistera pas à ça. Et puis, il est important d'avancer, de regarder vers l'avenir. Il y a effectivement, comme je vous le disais, la vie du parti, elle est importante. Et la réunion avec les cadres, c'est pour parler de l'organisation de différents rendez-vous que nous devons avoir avec les Français. Mais il y a aussi le message qu'on souhaite envoyer aux Français. Et en ce moment, on s'inquiète de ce qui se passe dans notre pays. On est inquiet à la fois des chiffres du chômage, on est inquiet sur un certain nombre de points. Donc, il est normal qu'on ait le temps nécessaire pour pouvoir s'occuper de notre pays, pour pouvoir dénoncer ce que la gauche est en train de faire aujourd'hui et pour pouvoir surtout proposer à nos concitoyens une autre voie, un autre projet. Alors on va en parler, Michel Tabarot, mais un mot quand même de François Fillon qui va faire son grand retour le 26 février à un meeting à la Mutualité. Mais enfin, il faut bien dire qu'on l'a très peu entendu jusqu'ici. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il boudait? Écoutez, il faudrait lui poser la question, mais je ne pense pas. Je pense qu'il avait besoin d'une séquence plus calme. Il a pas souhaité être présent ces derniers temps. Il est revenu assister à cette réunion des cadres hier. Il a souhaité prendre la parole. Voilà. Enfin, je crois qu'il rythme sa vie politique comme il l'entend. Ce que je sais, c'est que Jean-François Copé lui a souhaité immédiatement à la rentrée nous réunir, remettre le parti en ordre de marche et puis surtout veiller à ce que toutes les sensibilités se sentent à l'aise au sein de notre famille politique. Ça a été son état d'esprit depuis le début, depuis qu'il a des responsabilités importantes à l'UMP, entre autres comme secrétaire général, et il l'a fait depuis le mois de janvier au niveau... Madame Tabarot, on a bien compris, pour vous, vous nous dites, le climat est apaisé, donc tout a l'air de bien repartir à l'UMP. François Fillon a quand même, il devrait annoncer à la Mutualité le 26 février qu'il est candidat à la primaire pour la présidentielle de 2016. Alors, c'est dans 3 ans, mais apparemment il veut déjà le dire. On sait bien que M. Copé, lui aussi, il pense à 2017. D'ailleurs, il l'a toujours dit, je crois qu'il l'a dit depuis 2007. En 2007, il a dit « moi je vais être candidat ». Bon, on a quand même un petit peu l'impression que c'est la guerre qui va repartir, parce que comment vous allez faire entre deux candidats qui ils veulent tous les deux aller à l'Élysée? Moi, je pense qu'il y en a plus que 2 qui souhaitent aller à l'Élysée. Ce principe des primaires a été validé très tôt avec cette volonté d'avoir des primaires en 2016 qui nous permettent de choisir le candidat le mieux placé pour gagner les élections de 2017. Donc il y a dans notre famille politique des hommes et des femmes qui ont l'intention de participer à ces primaires. François Fillon va l'annoncer très probablement dans les prochains jours. Et puis d'autres annonceront le moment venu qu'ils souhaitent participer à ces primaires. Je vous rappelle que dans cette commission des statuts avec laquelle nous devons travailler, nous allons à la fois évoquer l'organisation des prochaines élections. Vous allez d'ailleurs les réviser, ces statuts. Tout à fait, mais nous évoquerons aussi l'organisation des primaires de 2016. Un petit peu les règles à mettre en œuvre pour la participation à ces primaires. Donc on a c'est normal, une famille politique qui souhaite retrouver le pouvoir pour nous permettre de prendre des décisions importantes pour notre pays. Et je crois que nous avons des talents et au sein de cette famille politique, de nombreux talents souhaiteront pouvoir s'exprimer au moment de la primaire. Alors précisément, vous faites partie des visages nouveaux à la direction de l'UMP. Est-ce qu'on peut envisager qu'il y ait des candidatures nouvelles de la jeune génération en septembre prochain, Anne Quim et autres? Oui, mais écoutez, de toute façon, c'est très ouvert, que ce soit pour le mois de septembre, l'élection interne, ou pour les élections présidentielles, donc la primaire de 2016. Le principe des élections, c'est de permettre à ceux qui souhaitent se lancer dans une aventure, quelle qu'elle soit, de pouvoir y participer. Nous avons eu sur les dernières élections de l'UMP
des règles qui existaient et qui étaient des règles assez anciennes, avec le principe des parrainages et donc la nécessité pour les candidats de présenter 8000 parrainages pour un candidat. Donc c'était important. La décision a été prise de modifier toutes ces règles, à la fois il faudra sans doute moins de parrainages. Il faudra probablement moins de parrainages. Est-ce que le principe du parrainage sera conservé? Est-ce qu'il ne sera pas conservé? Nous allons démarrer dès lundi cette nouvelle réflexion autour de l'organisation interne de notre famille politique. Alors, on parlait justement de NKM, de Nathalie Kosciusko-Morizet. Donc apparemment, ça a l'air d'être acté, ça aussi. C'est elle qui ira à la primaire pour les municipales à Paris, puisque François Fillon va annoncer prochainement qu'il n'y va pas. Rachida Dati hier a dit qu'elle aussi elle ira à la primaire. Alors, il y a encore un risque de guerre dans la guerre. Vous allez me dire, je vous parle beaucoup de guerre. Mais enfin, c'est un petit peu l'impression que ça donne. Au sein de l'UMP, il y a des dissensions, des cafouillages, Moi, écoutez, que nous ayons de nombreux candidats à des postes, qu'ils participent à des primaires, que les Français ou les militants s'expriment pour les choisir, je trouve que c'est une vraie richesse. Nous avons la chance d'avoir de nombreux talents. Mais écoutez, c'est bien de pouvoir les laisser s'exprimer et puis de laisser, que ce soit sur une élection interne ou sur l'élection présidentielle, les Français se prononcer. Alors, je le vois pas comme une querelle. Je vois simplement des personnalités différentes, des projets différents. Je pense que les candidats et les candidates, par exemple, à la mairie de Paris, souhaiteront proposer un projet pour Paris. Et donc, dans le cadre de primaires ouvertes, tous ceux qui participeront pourront choisir l'homme ou la femme qui représentera notre famille politique. Donc, il faut prendre cette démarche comme quelque chose de très sain, de positif, l'occasion d'avoir un débat. Ce qu'il faut savoir ensuite, et c'est important, c'est se rassembler. Donc c'est toute l'importance de cette démarche, c'est de pouvoir, une fois que les électeurs se sont prononcés, se rassembler et aller derrière celui ou celle qui pourra défendre le mieux nos couleurs, porter les différents messages et puis rassembler très largement autour de lui ou d'elle. Donc là, en l'occurrence, vous m'avez parlé de 2 femmes. Alors, on a passé un peu de temps, mais c'est normal, sur les questions internes à l'UMP, et on va parler, comme vous le souhaitiez, des questions d'actualité. D'abord, comment vous jugez ce débat interminable sur le mariage gay? Au Parlement, le débat est clos. Est-ce qu'il faut considérer que c'est plié et qu'il n'y a plus de retour possible? Le débat à l'Assemblée donc est clos pour une première séquence, nous l'avons vu, puisque après 10 jours de débat, donc nous aurons un vote mardi avec tous nos collègues de l'Assemblée. Maintenant, ce texte va aller au Sénat. Et je crois que la mobilisation à la fois de nos parlementaires et des Français, de nos concitoyens, la mobilisation est importante. Il y aura un grand rendez-vous le 24 mars, une grande manifestation pour nous permettre de demander une nouvelle fois au gouvernement d'accepter le principe du référendum. Nous sommes très attachés à ce que les Français aient la possibilité de donner leur avis sur ce texte, sur cette décision importante de modifier le mariage tel que nous le connaissons et surtout dans le cadre de la filiation, de voir les débats qui sont sortis pendant ces 10 jours, à la fois avec la procréation médicalement assistée, avec la gestation pour autrui, et voir aussi que le gouvernement est très hypocrite sur ces sujets, puisqu'il a changé d'attitude plusieurs fois, laissant entendre que d'un côté il veut éviter d'aborder ces sujets-là, mais d'un autre côté il veut faire plaisir à certains groupes qui poussent le gouvernement à se positionner favorablement sur certains sujets. Moi, j'ai été heurtée qu'on apprenne la circulaire de Madame Taubira concernant la gestation pour autrui. Ce sont des sujets que je suis depuis longtemps, puisque je m'occupe d'adoption depuis de très nombreuses années, et ce sont des sujets sur lesquels je pense
pense qu'à la fois les Français doivent prendre du temps pour se positionner et surtout qu'on doit respecter certaines règles. La gestation pour autrui, ce sont les mères porteuses. Et donc, Madame Taubira a décidé de fait d'autoriser les mères porteuses à l'étranger, ce qui est refusé en France, mais qu'elle semble autorisée à l'étranger. Alors, on nous a dit à chaque fois, non, mais il n'y aura rien, pas un seul coup de canif sur un accord qui est donné. En réalité, ça n'est pas le cas. Oui, mais en fait, derrière, il y a quand même un problème humain. Excusez-moi de vous interrompre, parce qu'un enfant qui a été conçu avec une mère porteuse à l'étranger revient en France avec son père ou ses deux pères. Qu'est-ce qu'il devient, cet enfant? Il faut aussi penser à l'enfant lui-même. Il n'est pas reconnu comme français par les Français. Donc alors, on régularise systématiquement tout ce qui existe, c'est-à-dire on régularise systématiquement ce qu'on ne doit pas autoriser et qui existe. Moi, je crois qu'on a, avec le débat sur la gestation pour autrui et sur la procréation médicalement assistée, on a un débat à avoir où chacun se positionne et se positionne avec ses convictions. Le principe des mères porteuses, c'est de louer un ventre, d'aller parfois dans des pays où il y a une véritable misère. Non, mais Madame Puchak, c'est important. Au moment où vous régularisez des situations, je comprends qu'il y ait des difficultés, mais au moment où vous régularisez des situations, vous créez un appel d'air. Vous donnez envie à des couples d'aller dans des pays où il y a une certaine misère pour pouvoir aller chercher des enfants et pour trouver des mères porteuses. Donc c'est un débat que nous devons avoir, et Madame Taubira n'a pas signé une circulaire en catimini, et donc c'est un véritable échange que nous devons avoir sur ces sujets-là. Alors on l'a vu, on avait donc un comité d'éthique qui n'a pas été saisi pour se prononcer sur ces sujets. On a eu un cafouillage au niveau du gouvernement, tantôt avec des avancées, tantôt on nous a donné le sentiment que ça n'était pas encore mûr au niveau des décisions. On a gagné par contre avec ce débat, vous me demandiez tout à l'heure comment j'avais vécu ce débat, on a gagné avec ces 10 jours de débat du délai sur la procréation médicalement assistée, et un gouvernement qui avait envisagé au début de présenter dans le texte du mariage pour tous la procréation médicalement assistée, qui a reculé ensuite sur la loi famille et qui maintenant annonce ce texte pour la fin de l'année. Donc c'est déjà une victoire pour nous. Alors, d'accord. Vous considérez que c'est une victoire pour vous? Parce que mardi, l'Assemblée nationale, vous savez bien, va entériner le mariage qu'on appelle le mariage pour tous. Alors, est-ce que c'est quand même un échec pour l'opposition? Vous parlez de victoire pour vous, parce que vous avez réussi à faire reculer le gouvernement, mais sur l'idée du mariage pour tous, à laquelle vous êtes également opposé et qui inclut donc l'adoption, vous n'avez pas réussi à faire reculer le gouvernement. C'est une sorte d'échec pour vous, l'opposition? Écoutez, je pense qu'on a déjà utilisé au maximum tous les moyens pour alerter nos concitoyens. Et on le voit de façon très, très intéressante. Au niveau des sondages, il y a eu de vraies évolutions. On avait au début des Français qui étaient favorables au mariage, à l'adoption, qui ensuite ont évolué sur leur position. À la fois, le mariage est resté toujours, positif pour une majorité de Français, mais l'adoption, les Français donc ont réalisé qu'en touchant au mariage, on touchait à la filiation, et donc ils ont souhaité dire qu'ils étaient contre. Donc on a pu, par ces quelques jours de débat, on a pu alerter nos concitoyens, avec la manifestation aussi, qui a eu lieu le 13 janvier à Paris. La manifestation, il faut bien le reconnaître, n'ont servi à rien, puisque le projet est passé. Le projet est passé. Le projet a été débattu à l'Assemblée avec la procréation médicalement assistée, donc qui n'est plus à l'ordre du jour du mois d'un texte au mois de mars. Donc c'est déjà une victoire. Et ensuite, nous avons le Sénat qui doit se prononcer sur ce texte. Et nous avons encore, et nous allons nous battre pour l'avoir, cette volonté de faire signer beaucoup de nos concitoyens pour pouvoir obtenir le référendum, pour pouvoir tout simplement, sur un sujet aussi important, redonner la parole aux Français. Alors sur l'Europe, les 27 sont parvenus à un accord pour un budget. La situation était difficile pour François Hollande, surtout face à Cameron. Il a quand même sauvé les meubles? Écoutez, moi je pense qu'il montre une nouvelle fois qu'il est très isolé. Et que malheureusement l'axe qui avait été choisi par
par Nicolas Sarkozy, qui est un axe historique pour la France, d'union entre la France et l'Allemagne, de démarches communes. Eh bien là, on a vu de façon très claire que François Hollande, qui avait essayé de monter un axe plutôt avec les pays du Sud, est arrivé avec un discours. Il a annoncé ce qu'il avait l'intention de faire, et puis en réalité a été obligé d'accepter ce que David Cameron et Angela Merkel ont décidé. Donc non, il n'est pas victorieux, il sort très fragilisé sur le plan européen. Ça a été un constat donc de l'Europe que de voir qu'il n'arrivait pas à imposer sa volonté, ou en tout cas à trouver des alliés pour pouvoir défendre une position. Et donc, on voit un François Hollande fragile. On le voit là, on le voit malheureusement sur d'autres sujets. Vous savez, sur le Mali, nous avons apporté un soutien important parce que nos forces armées sont sur le terrain et que ce combat contre le terrorisme, nous souhaitons le mener. Mais nous avons signalé une nouvelle fois que François Hollande aurait eu la possibilité, avec la France et donc ce pays qu'il représente, de pouvoir avoir un réseau diplomatique et opérationnel plus important, et malheureusement il ne l'a pas eu. Donc je crois que nous avons un président, François Hollande, qui a du mal à s'imposer sur la scène internationale, qui a du mal à trouver le bon axe, à respecter donc cet accord franco-allemand qui a été toujours une base politique importante pour nous, et puis à réussir aussi sur la scène internationale, donc à mener de grands combats et à être appuyé dans ces grands combats. Alors justement, vous parliez du Mali, Madame Tabarot. Quand il est arrivé à l'Élysée, Nicolas Sarkozy avait dit la France restera en Afghanistan le temps qu'il faudra. Eh bien justement, il y a quelques jours, François Hollande a dit à peu près dans les mêmes termes, la France restera au Mali le temps qu'il le faudra. Alors, vous critiquez aujourd'hui le président François Hollande, mais face à ces grands problèmes internationaux qui impliquent l'armée française, la guerre, il se retrouve un petit peu dans la même situation que l'était son prédécesseur à l'Élysée. Excepté que François Hollande est isolé. François Hollande est isolé sur l'Afghanistan. Il est isolé, il a quand même eu l'appui de Barack Obama. Ah, écoutez, il a eu un appui diplomatique. Il n'est pas si isolé que ça. Oui, il a eu un appui diplomatique. On lui a dit, allez-y. Enfin, au niveau opérationnel, nos forces armées sont bien seules. Et pourtant, depuis de nombreux mois, il connaissait la situation. Il savait que la France serait appelée très probablement à intervenir. Et donc, il est resté très seul dans sa démarche. Je crois que c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Nicolas Sarkozy avait cette force, cette dynamique. Il arrivait à trouver des partenaires et des alliés, et à montrer que la France était en tête, était devant. Avec François Hollande, on a le sentiment qu'il y a effectivement, et encore, enfin le constat de la discussion sur le budget de l'Union européenne, c'était quand même assez significatif. On sent un homme qui n'arrive pas à s'imposer sur cette scène internationale. Vous ne trouvez pas qu'il y a quand même des similitudes entre les deux opérations? François Hollande connaît un regain de popularité exactement comme Nicolas Sarkozy en Libye. Quand on fait la comparaison entre les deux situations et surtout les deux voyages, celui du président à Bamako et celui de l'ancien chef de l'État à Benghazi, est-ce que vous trouvez quand même est-ce que vous ne trouvez pas que la comparaison est quand même pertinente entre les deux opérations et entre les deux situations? Non, il y a des situations internationales qui, bien entendu, nous font penser qu'il y a dans le costume du chef de l'État, il y a dans ce rôle l'obligation de prendre à un moment donné des décisions difficiles. Ça, c'est quelque chose que l'on peut souligner. Lorsque François Hollande prend la décision d'envoyer nos troupes au Mali, c'est une décision importante. Donc, mais c'est une décision que vous avez approuvée d'ailleurs. C'est une décision que nous avons approuvée, et c'est une décision que nous avons soutenue. Alors pourquoi est-ce que maintenant vous critiquez? Non, mais écoutez, je pense qu'il est important à la fois de souligner ce que nous soutenons et d'apporter tout notre soutien aux forces armées, et de rappeler qu'il peut y avoir des réserves sur certains points, et j'ai eu l'occasion de vous dire quelles étaient mes réserves.
Par contre, au niveau de la dimension internationale, je pense très sincèrement que François Hollande n'est pas dans une démarche il n'a pas rythmé sa carrière internationale pour le moment comme Nicolas Sarkozy a pu le faire. Nicolas Sarkozy a réussi sur des sujets sensibles, sur des décisions importantes. Il a réussi à avoir des soutiens et je crois que François Hollande pour le moment, ne démontre pas cette même stature. Alors, bien entendu, nous voyons aujourd'hui un homme qui a eu une décision difficile à prendre sur le plan international. Nous voyons... Vous lui reconnaissez le courage d'avoir pris cette décision? Absolument, je lui reconnais le courage d'avoir pris cette décision et puis la nécessité d'avoir pris cette décision. Mais donc il y a encore du chemin à faire si vous voulez comparer les deux. Alors on va revenir en France si vous voulez bien, Madame Tavarot. Est-ce que vous avez vu cette campagne du Parti socialiste qui cible nommément l'UMP sur ses affiches? C'est la première fois qu'en période non électorale, le parti au pouvoir attaque comme ça le parti de l'opposition. Ça vous fait quel effet? Oui, écoutez, le Parti socialiste et donc Harlem Désir, a toujours eu une certaine, je dirais, démarche assez arrogante parfois vis-à-vis de l'autre grand parti, de l'autre grande famille politique. On a aujourd'hui, nous, la volonté de construire un projet pour nos concitoyens, la volonté de travailler pour les Français, la volonté de dénoncer ce qui nous inquiète dans ce pays. Le Parti socialiste est dans une démarche où il accompagne sa majorité et dans une démarche... Oui, le fait qu'il vous cible comme ça nommément, est-ce que vous devriez peut-être être content et puis finalement vous dire tiens, on leur fait peur, c'est pour ça qu'ils éprouvent le besoin. Je ne sais pas comment vous le prenez en fait. Oui, comment vous l'interprétez? Comment je l'interprète? Non, je pense que c'est une façon de réagir du Parti socialiste qui est assez ancienne. Excepté qu'aujourd'hui les rôles ont changé, ils sont dans la majorité, nous sommes dans l'opposition, donc on peut être un petit peu surpris, mais je crois que pour eux la meilleure défense c'est l'attaque. Donc comme ils ont un petit peu d'inquiétude face à la gestion de notre pays et face à leurs difficultés internes, parce qu'ils ont aussi des difficultés internes et puis certaines difficultés avec leurs alliés politiques. Donc c'est peut-être plus facile de cibler un adversaire en face et puis de l'attaquer nommément. Alors, très rapidement, parce qu'il nous reste peu de temps, vous parlez de ce qui vous inquiète. Vous êtes de ceux qui critiquaient l'aval des nominations de hauts fonctionnaires? Oui, moi j'ai été choquée parce qu'on a eu droit à de grandes déclarations de François Hollande là-dessus, la main sur le cœur, nous disant que lui, président, ne fonctionnerait pas comme ça. Et j'ai été choquée parce que c'est un secteur que j'ai suivi. Donc, je présidais la commission des affaires culturelles et de l'éducation et donc j'avais la partie audiovisuelle. Et quand il y a eu des nominations, on a entendu donc le Parti socialiste et les parlementaires socialistes réagir, choqués. Je pense que Nicolas Sarkozy a eu dans ses nominations beaucoup d'ouverture d'esprit. Il a souhaité appeler des personnalités qui avaient du talent, qui avaient, je dirais, un parcours professionnel qui justifiait cette nomination, sans s'arrêter sur les couleurs politiques. On a avec le Parti socialiste là des décisions qui ont été prises, qui montrent bien qu'il y a un vrai sectarisme. On a changé de nombreux préfets, on a changé de nombreux responsables, que ce soit de la sécurité, de l'audiovisuel. La nomination de Schramek est quand même assez incroyable. C'est un grand serviteur de l'État, on peut tous lui reconnaître, mais il n'a aucune expérience dans l'audiovisuel et simplement il est proche de François Hollande et on le retrouve à ce poste-là. Et lorsqu'on regarde différents organismes, on voit qu'en très peu de temps, ils ont changé de nombreux responsables et je trouve la méthode qu'ils ont critiquée au moment où Nicolas Sarkozy présidait notre pays, je trouve la façon de fonctionner vraiment très discutable. La question MyBooks pour finir. MyBooks, c'est un site littéraire et en partenariat
avec ce site, nous vous posons la question, quel est votre livre de chevet, Madame Tabarot, en ce moment? Écoutez, je lis le livre sur Pompidou, enfin sur ses écrits intimes. C'est un homme politique que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup, et ce qui est présenté dans ce livre permet véritablement de rentrer dans une période de l'histoire de notre pays avec un homme qui a connu de grosses difficultés de santé et qui a eu un courage politique très très fort, et donc c'est un plaisir. Au-delà de l'homme, vous ressentez une filiation politique? Écoutez, c'est vraiment quelqu'un que j'admire énormément. Et donc il a vécu des moments de l'histoire de notre pays assez forts, et c'est intéressant de voir de l'intérieur aussi comment il réagissait vis-à-vis des différentes personnalités qu'il a côtoyées, avec lesquelles il a travaillé. Michel Tabarot, secrétaire général de l'UMP, député des Alpes-Maritimes, merci d'avoir été l'invité du grand entretien, un grand entretien que